Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 29 octobre, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Ils habillent les tombes à la Toussaint, les chrysanthèmes sont prêts et les fleuristes dans le rush. Il y a du travail pour répondre à la demande du week-end. Hugo Guillerez nous en dira plus sur cette tradition. Direction le lac Léman où des courses de voile sont organisées jusqu'à dimanche à Thonon-les-Bains. Ce sport exigeant dépend bien sûr des conditions météorologiques et elles ont été capricieuses pour le premier jour de la compétition. Sébastien Germain était sur place. Je vous le disais en titre, il décore chaque année les tombes dans les cimetières. À la Toussaint, les chrysanthèmes marquent le jour des défunts, le 2 novembre. Cette fête chrétienne est l'occasion pour les familles d'aller fleurir les tombes de leurs proches. Et souvent, c'est cette variété de fleurs qu'elles choisissent. Mais savez-vous pourquoi? Réponse en images avec Hugo Guirez. De bon matin chez une fleuriste, l'heure est aux préparatifs. Réception et confection des commandes, entretien et mise en place des fleurs pour embellir la devanture, le métier mélange artisanat et création artistique. En cette période, l'une des ventes phares est le chrysanthème. Cette plante est synonyme de tradition, car représentative de la fleur des défunts depuis 1919. Le chrysanthème est venu en fleur traditionnelle parce que c'est une fleur de saison qui est très résistante au froid. Et donc Clémenceau a instauré, lors de l'armistice 1919, la tradition de déposer des gerbes de fleurs et d'honorer les morts avec des chrysanthèmes. Est-ce que ça veut? Parce que des fois, ça veut pas. Le conseil, c'est de surtout bien déballer le chrysanthème, ne pas laisser dans l'emballage ni papier ni plastique, car contrairement à ce qu'on pense, il ne le protège pas, mais la fleur étouffe dans l'emballage et est asphyxiée, donc il faut bien le déballer. Souvent la question posée, c'est comment garder longtemps son chrysanthème, et donc le conseil, c'est surtout de bien l'arroser le jour où on le dépose, le week-end de la Toussaint. Bien que le chrysanthème soit encore populaire dans les grandes surfaces, d'autres variétés semblent petit à petit sortir non seulement des terres, mais aussi chez les fleuristes indépendants, voulant diversifier leur gamme de produits et s'adapter à la demande du client. Il y a également les bruyères, comme on est en montagne, et puis les fleurs de saison, les cyclamènes, les euchères, les coupes de plantes. Par rapport au chrysanthème, c'est une vente qu'on fait de moins en moins parce que malheureusement les grandes surfaces en vendent beaucoup maintenant, et donc c'est plus une fête exclusivement des fleuristes. On personnalise, les clients nous amènent leurs coupes et on les garnit ensemble, on fait un choix et il y a du conseil. Les chrysanthèmes, c'est une fleur qu'on voit chez nous, en Europe surtout, au moment de la Toussaint, de l'automne. C'est une fleur qui égaye un petit peu parce qu'il n'y a plus rien qui pousse chez nous, mais au Japon, c'est une fleur qu'on trouve toute l'année. Elle est très délicate, avec des coloris absolument fantastiques. On met bien d'autres fleurs sur les tombes, donc il n'y a pas de raison d'attribuer cette fleur uniquement au jour de la Toussaint. On l'aura compris, le chrysanthème n'est plus seulement là pour honorer les défunts, mais il s'invite aussi dans le quotidien. Bon nombre de variétés automnales existent, place donc aux préférences et traditions de chacun. Et j'ajoute que 2 marchés aux fleurs sont organisés à Annecy à partir de ce samedi 30 octobre jusqu'au 1er novembre inclus. Le premier sera installé rue du Travail près de l'entrée du cimetière de l'Auverchie et le second devant le cimetière des Îles. Et pour les plus curieux d'entre vous, sachez que la ville de Chambéry propose une visite guidée du cimetière de Charrière-Neuve dans le quartier de Bissy. Notez-le, c'est ce samedi. Place à notre chronique de la semaine. À présent, à la rédaction, nous sommes pour la plupart joueurs et cet automne, nous allons vous initier à quelques jeux de société. Un coup de poker que nous tentons avec notre nouveau chroniqueur du jour, Georges Jobert. Il nous accueille dans sa boutique à Chambéry pour nous faire découvrir ses coups de cœur de ce mois-ci. Regardez. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Nous sommes à l'Antre des Jeux à Chambéry. Je suis accompagnée de Georges. Bonjour Georges. Salut Marine. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, oui, complètement. J'espère que tu es en forme ce matin car tu vas nous présenter tes coups de cœur de Absolument. ce mois-ci. À commencer par un best-seller. Ouais, c'est ça, absolument. Alors comme je dis à chaque fois, ça va être un best-seller donc de la catégorie familiale, d'accord. C'est le Seven Wonders Architect, c'est le tout dernier jeu d'Antoine Boza. Pourquoi familial? Parce que du coup, il est à partir de 8 ans, d'accord. Il est de 2 à 7 joueurs, il est en 25 minutes de partie seulement. Et c'est un jeu finalement où on va incarner une civilisation. Là, par exemple, j'ai sorti Éphèse et Rhodes, qui est juste là-bas. On va tenter de gagner des points en construisant nos merveilles grâce peut-être aux cartes ressources qu'on serait susceptible de piocher, de déclencher des guerres afin de gagner ces fameuses guerres justement contre nos adversaires et gagner ainsi également des points de victoire, et surtout ne pas lésiner sur la science, d'accord, qui va être un élément important de la partie, qui va vous permettre de gagner des petits jetons, à la fois de bonus, à la fois de points de victoire. On va tenter d'harmoniser un petit peu tout ça et puis de l'emporter sur nos adversaires.
Voilà. Alors, quelle est la différence avec le Seven Wonders originel? Alors le Seven Wonders originel, il va être un tout petit peu plus technique, d'accord? Il va être aussi un petit peu plus long, et il va être basé sur une mécanique qu'on appellera le draft, en fait, le fait de passer des cartes de joueur en joueur. Là, comme on peut le constater, ça va être juste de la pioche de cartes. Alors l'élément qui va être malin, c'est soit on va pouvoir piocher dans notre pile personnelle, soit dans la pile de notre adversaire qui est à notre gauche, soit dans une pile mystère, justement, mais là, dans ce cas-là, bah, comme l'indique le nom, on ne sait pas sur quelle carte on va tomber. Voilà. Alors, tu as un autre jeu de stratégie à nous présenter. Dis-nous-en un peu plus. Voilà. Alors là, ça va être également un jeu de la catégorie familiale, même si ça va être un jeu qui va être un tout petit peu plus technique dans la manière de jouer, d'accord? C'est un jeu également qui va imbriquer plusieurs mécaniques de jeu. À la fois, vous allez avoir un petit peu ce qu'on appelle dans notre monde du deck building, donc le fait d'avoir une pile de cartes qu'on va construire, on va rajouter des cartes justement au fur et à mesure. Il va y avoir un petit peu de placement également, parce qu'au fur et à mesure de la partie, je vais vous expliquer comment, on va planter des arbres sur notre petit plateau personnel, d'accord, et gagner ainsi des points, etc. Et pourquoi pas également un petit jeu de course et de déplacement, à savoir voilà, qu'on est incarné donc par le petit pion qui est ici, ok, qu'on va le faire avancer sur notre piste, et si jamais il dépasse notre adversaire, et ben du coup on va pouvoir lui piquer des petits pions de victoire en quelque sorte, d'accord? Alors la manière dont ça se joue. Alors, on va avoir des cartes, d'accord? Et quand c'est à notre tour de jouer, tout bêtement, on va tirer ces fameuses cartes. Alors là, je vais les montrer un petit peu à la caméra. Comme on peut le voir, les cartes ont des petits symboles sur des petites pancartes, et ça va être très intéressant à noter, d'accord? Les cartes, je vais en piocher jusqu'à voilà, décider de m'arrêter volontairement, d'accord? Alors là, par exemple, j'accumule des petits éléments, donc c'est cool, donc j'aimerais bien en avoir un tout petit peu plus, et là, je tombe sur un animal, vous voyez, qui est un petit peu spécial, parce qu'il a ce petit logo-là, ce qui veut dire que c'est un animal solitaire. Alors eux, ils sont très puissants, ils nous ramènent beaucoup de petits symboles, d'accord? Mais dès lors qu'on en aura 3, ça mettra fin à notre tour. Donc il faut faire attention, des fois il faut s'arrêter avant, d'accord? Bref, je vais continuer à piocher des cartes comme ceci, je vais accumuler des petits symboles, et dès lors que je m'arrêterai, eh bien je déciderai soit d'utiliser mes petits soleils, d'accord? Afin justement d'acheter des cartes qui seront ici. Et justement, ces fameuses cartes, en fonction de leur coût, je vais pouvoir les acquérir et les mettre dans ma pile personnelle, d'accord? Donc ça, c'est avec les petits soleils. Avec les petites pousses de plantes, hop, j'en montre un ici, vous voyez ceci? Eh bien, je vais pouvoir justement construire l'un de ces fameux arbres, d'accord? Qui aura un coût, vous voyez, à respecter, que je vais pouvoir prendre et planter chez moi, d'accord? Et enfin, sur certaines pancartes, on va avoir également des petites gouttes. Alors les petites gouttes vont nous servir à éteindre cet incendie finalement qui menace notre forêt. C'est vrai que je vais pas raconter l'histoire, mais dans Living Forest, on est dans un jeu voilà, où la forêt est menacée. On va tenter voilà, d'enlever les flammes grâce à notre eau et gagner ainsi des points de victoire, d'accord? Et donc voilà, comme je disais, ces points de victoire-là, ces arbres-là qu'on va planter, eh bien, on va les acquérir, mais dès lors qu'un autre joueur passera au-dessus de moi, il va pouvoir me les chipper, d'accord? Maintenant, à la fin de partie, c'est très simple, c'est à partir d'un moment où un joueur a planté soit 12 arbres différents, d'accord? Soit il a récupéré 12 points de flamme au fur et à mesure de la partie, d'accord? Soit il aura récupéré assez de cartes et assez d'arbres sur son plateau avec des petits symboles de lotus, et là encore, il en faudrait 12 pour pouvoir gagner. Un jeu tout public, je crois que tu as une dernière nouveauté à nous présenter, mais cette fois-ci c'est pour les tout petits. Et oui, et c'est un coup de cœur, c'est quelque chose qu'on aime présenter et qui a quand même été, parce que ça fait plus d'1 an maintenant qu'il existe, la Maison des Souris. Il a reçu le prix du groupement des boutiques ludiques dont on fait partie justement par rapport à son édition, à la manière dont il a été édité. Et c'est vrai qu'il est très joli, il est très bien fait finalement ce jeu-là. Dans la narration, finalement, on a une petite famille de souris qui vient de s'installer chez toi, d'accord, dans ton grenier. Et pour faire sa petite maison, justement, elle a besoin d'une petite boîte de sardines pour faire sa baignoire, tu vois, ce genre de choses, d'accord? Donc il va piquer tes petits objets qui se trouvent chez toi pour ça. Alors, on a une boîte de jeu donc qu'on a préparée. Voilà, on va tenter de soulever le toit, voilà. On trouve donc les 4 fameuses pièces des souris, d'accord? Voilà, on a la salle de bain, on a la cuisine, on a la chambre, on a le salon, d'accord? Très vite, on va remettre donc le toit par-dessus. Et par le petit trou, on va y glisser des petits jetons. Donc ça, c'est nos fameux objets justement que les souris ont piqués. D'accord? On va les glisser là-dedans, on va les glisser là-dedans. Chacun notre tour, en gros, on va secouer la boîte dans tous les sens. D'accord? Et dès lors qu'on a tous fait ça, on va se concentrer. Parce que là, on va se mettre juste devant les petites fenêtres. On va bien observer à l'intérieur parce que grâce à cette petite lampe, je vais l'allumer
Elle va rester allumée pendant 30 secondes, d'accord? Et grâce à la lumière, ça va éclairer l'intérieur de la maison et on va tenter justement de localiser les objets que j'ai mis à l'intérieur, voir dans quelle pièce ils se trouvent, d'accord? Voir si les objets se situent dans la même pièce, etc., etc. Il faut faire vite, on va agir en coopération. Dès que les 30 secondes sont passées, ça s'éteint, d'accord? Et après cela, on va passer aux questions. Alors, au niveau des questions, on aura placé certains jetons, d'accord, en début de partie. On va pouvoir les révéler. Et là, je vais vous dire très brièvement ce qui va en retourner. C'est, par exemple, ici, la paire de clés qu'on a vue. Est-ce qu'on l'a vu dans le salon? Est-ce qu'on l'a vu dans la chambre? Dans quelle pièce on l'a vu? D'accord? Ici, est-ce que les petites briques là, de construction se situaient bien dans le salon ou pas? Ce truc-là, qu'est-ce qu'il y avait comme objet finalement dans notre chambre? D'accord? Et enfin, ces deux objets-là, est-ce qu'ils étaient ensemble dans la même pièce? Au moyen de petits jetons qui vont venir effectivement valider par exemple ou non, d'accord, différentes réponses, et ben on va tenter ensemble de se souvenir de ce qu'on a vu et puis de marquer un maximum de points comme ça. Un jeu de mémoire finalement. Exactement, en coopération et d'observation, et puis un petit peu on va se répartir les tâches, voilà, les fenêtres, etc. Donc c'est très, très sympa la maison des souhaits. Voilà. Eh bien, de quoi ravir toute la famille. Merci Georges, merci Marlène. À vous de Merci. nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur 8 Mont Blanc et à très bientôt. Ouvrons une page sport à présent. La Savoie et les Alpes candidates aux Jeux Olympiques d'hiver 2030. Ce serait en tout cas l'ambition de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Savoie pour ces prochains Jeux. Une réunion confidentielle s'est déroulée samedi dernier à Moutier en présence des maires des communes qui abritent les sites olympiques encore opérationnels. Les élus de la région sont en train de monter un dossier de candidature. Interrogé hier sur le sujet, le président de la région, Laurent Wauquiez, va encore plus loin et parle d'une candidature des Alpes, du Mont-Blanc au Vercors. On écoute à ce sujet Hervé Guémard, président du département de la Savoie. Il a répondu ce matin au micro de Lucas Ruche. La route est longue, comme chacun le sait, et puis il me semble qu'il y a deux conditions indispensables. La première, c'est que ce projet fasse consensus, et la seconde, c'est que ce soit des jeux durables. Parce qu'on sait depuis longtemps que les Jeux Olympiques suscitent souvent beaucoup de dépenses qui ne sont pas forcément utiles. Nous avons eu la chance d'avoir les Jeux d'Albertville en 92. Beaucoup d'équipements sont en état de fonctionner et sont réutilisables. Donc il faut que si ces Jeux devaient prospérer, ils doivent être sobres et durables. Direction Thonon-les-Bains. À présent, jusqu'à ce dimanche, la Société nautique du Léman français organise une compétition européenne de voile. Les 35 équipages se disputent le titre sur des surprises, des bateaux à voile créés dans les années 70. L'occasion de mettre à l'honneur la discipline et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes qui fait beaucoup pour la promotion de ce sport sur ces différents lacs. Sébastien Germain s'est rendu sur place. 11h30 ce jeudi matin à Thonon-les-Bains. Une inhabituelle effervescence règne sur le port de Rive, car l'heure est au dernier réglage pour la quarantaine d'équipages appelés à disputer 4 jours de régate sur le lac Léman à bord de ces surprises, ces bateaux à voile dont la création date du milieu des années 70. Et pour cette édition 2021 des finales européennes, c'est la Société nautique du Léman français qui est en charge de l'organisation. C'est des bateaux habitables, ils font un petit peu plus de 7 mètres. Ce sont donc des bateaux qui ont été conçus pour naviguer sur lac. Il faut être honnête, c'est des gens qui viennent de Suisse et de France. Et puis on a des gens qui viennent d'un petit peu plus loin, qui peuvent venir d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie ou d'Espagne. Avec plus de 12 000 licenciés, la Ligue de voile Auvergne-Rhône-Alpes tente tant bien que mal de tirer son épingle du jeu. Et la tenue de cette manifestation d'envergure à Thonon-les-Bains abonde dans ce sens. Notre ligue en fait est une ligue qui est très active. D'ailleurs, on forme les moniteurs nationaux de voile, ce qu'on appelle les BPGEPS aujourd'hui. On les forme à la ligue, d'ailleurs à Thonon. Également, on a beaucoup de compétiteurs qui sont au niveau national. On a des compétiteurs également qui sont dans les équipes espoirs. Ces régates sont donc l'occasion pour tous ces passionnés de voile de se mesurer les uns aux autres. Et même si l'esprit de camaraderie est très souvent présent, l'esprit de compétition, lui, n'est jamais très loin.
On est super content, on est excité. C'est la première fois qu'on va se frotter justement à ce niveau-là. Jusqu'à présent, on faisait pas mal de régates d'entraînement, le bol d'or, on a eu des bons résultats cette année. Donc ouais, on est chaud, quoi. On va se battre, on va frotter, ça va être bien. On a un peu un rêve secret qui serait de faire une première moitié. Après, on verra, quoi. Mais on sait qu'on a les moyens de se battre. Donc ouais, on est excité, dopé, quoi. Mais s'il y a bien une chose que les organisateurs ni les compétiteurs ne peuvent gérer, ce sont les éléments. Et pour cette première journée de compétition, le vieux Éole a choisi de rester caché. Résultat, pas assez de vent pour donner un départ digne de ce nom. Et après 3 heures passées sur le lac Léman en espérant que le vent se lève, le couperet tombe, pas de manche ce jour-là et tout le monde rentre au port. Ah bah oui, on a attendu le vent, il n'est pas venu. Bon, les concurrents sont quand même contents, ont pu goûter à l'eau du Léman. Et malgré le vent, on a eu quand même des belles conditions, sans vent, avec du soleil et puis de la bonne humeur à bord de tous les bateaux. On est très dépendant des conditions climatiques. Il y a des jours avec, des jours sans. Et là, malheureusement, c'était un jour sans. Ça sera mieux demain. Fort heureusement, ce type de contrariété n'est pas du genre à entamer le moral de ces passionnés. Et il leur reste tout un week-end pour se faire plaisir sur le Léman. Une dernière info avant de se quitter. N'oubliez pas que nous changeons d'heure ce week-end. Ce dimanche à 3 h du matin, nous passons à l'heure d'hiver et cette fois-ci, nous reculons d'1 heure. Il sera ainsi 2 heures partout en France. Cette édition touche à sa fin et nous nous quittons en images. Le club nautique Chambéry-Le Bourget du Lac dispose d'un nouveau bateau, comme vous le voyez à l'écran. Cette yolette baptisée Joseph Sévez rend hommage à l'un des membres fondateurs du club nautique. Elle navigue déjà depuis ce 16 octobre et renforce par la même occasion les moyens de l'école d'aviron. À suivre Et si on sortait, votre nouveau rendez-vous du vendredi. Une fois par mois, Manon Boulben et Damien Rémy vous proposent leurs meilleures idées en Pays de Savoie et en Suisse romande, leurs meilleures idées sorties. Vous ne savez pas quoi faire au mois de novembre, quelques idées dans un instant, c'est juste après la météo de Thierry Paulme. Lundi, il n'y aura pas de JT, en revanche, à partir de mardi, vous retrouverez Sébastien Germain pour le journal à 18 h. Quant à moi, je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc, très belle soirée.